Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Le Tour de France, que retenir de cette 110e édition alors que Vingegaard a creusé l'écart? Aura-t-elle tenu toutes ses promesses? Christophe Pacaud, qui vit le Tour au plus près des coureurs, nous dira tout. Ce soir également, nous vous parlerons des nouvelles adresses de la Société des Bains de Mer qui nous annonce un été festif. Puis nous recevrons Thomas Fouilleron, secrétaire général de la Fédération des sites historiques Grimaldi de Monaco. Il viendra nous parler de la mise en valeur des fiefs et de leur spécialité sur le port Hercule. Et enfin, c'est l'un des petits plaisirs de l'été, la glace fait sa star. En pot ou en cornet, elle séduit petits et grands. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Le Tour de France touche bientôt à sa fin, l'arrivée est prévue ce dimanche sur les Champs-Élysées. Que retenir de cette 110e édition qui paraît déjà promise à Jonas Vingegaard? Bonsoir Christophe Pacaud. Bonsoir à tous. On profite de votre présence sur le Tour de France que vous suivez pour RTL pour faire le point sur la grande boucle. Est-ce que l'on peut d'ores et déjà dire, Christophe, que l'on connaît le nom du vainqueur de cette 110e édition? Oui, il s'appelle Jonas Vingegaard. Et comme dit l'expression sportive, s'il ne lui arrive rien, évidemment, il sera en jaune, il sera couronné dimanche soir sur le podium sur les Champs-Élysées. Il a fait un tour remarquable avec sa grande équipe à Jumbo-Visma. Il y avait un duel qui était très attendu. C'était entre Vingegaard et Pogačar. Le suspense aura pris fin lors du contre-la-montre mardi et surtout le lendemain, pendant la 17e étape à Courchevel. Oui, c'est vrai qu'on a rêvé. C'était les maîtres du temps, les maîtres du chronomètre. Imaginez-vous, Émilie, on était à 10 secondes. Et en 48 heures, on est passé à 7 minutes 35 d'écart à la fois à un contre-la-montre formidablement remporté et travaillé par Vingegaard, qui a pris 1 minute 38 quand même à Pogačar, qui réalise le deuxième pas, il ne faut pas l'oublier. Et puis le lendemain, il y a le col de la Lose, la déception, autant morale que physique peut-être. Et que peut-on dire jusqu'alors de la participation des Français? C'est pas mal quand même. Heureusement, on a évité toute polémique pendant 3 semaines, puisque Victor l'a fait, a très bien fait, puisqu'il a remporté dès la deuxième étape une victoire pour nous, pour le camp tricolore ici sur les routes du Tour de France. Donc, vous voyez, c'était bien d'avoir une victoire. Après, il y a des victoires françaises aussi pour les équipes comme Cofidis et AG2R. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des coureurs qui sortent du lot cette année? Est-ce qu'il y en a qui ont créé la surprise, Christophe? On attendait tellement du duel qu'on n'a pas trop regardé ce qui se passait derrière. Bon, on a toujours dit qui sera le troisième finalement. C'était Vingegaard ou Pogačar. Vingegaard va gagner son deuxième tour, Pogačar en a gagné les deux. Donc derrière, c'est la grande bagarre. Il y a la belle histoire des frères Yates qui était la première étape. Les deux frères, comme c'est extraordinaire, jumeaux quoi, qui sont toujours séparés de quelques petites secondes. Adam et Simon, c'est qu'on a vu quelque chose d'un petit Rodriguez, mais très très loin. Ils sont à plus de 7 minutes quand même pour l'instant du leader. Vous voyez, donc pour l'instant, il n'y a pas véritablement une révélation. Globalement, Christophe, quel bilan peut-on tirer pour le moment de cette 110e édition? Il est magnifique. Regardez, nous sommes des gens de télévision, radio, de presse écrite. C'est plus de 8 millions de téléspectateurs dans les plus grands moments du contre-la-montre. C'est le record historique depuis le début du siècle. Et franchement, on a un parcours qui était dessiné par les organisateurs qui était formidable. Un seul contre-la-montre et puis des grandes étapes de montagne. Phénomène nouveau tout de même, vous l'avez souligné peut-être dans le monde de la télé, c'est l'arrivée de Netflix sur le Tour de France, qui a réalisé une série. Et on voit un public très très jeune aujourd'hui, un public de selfie, vous voyez ce que je veux dire, qui est très festif. Par des routes, c'est vrai que sans modération, voilà, le public est un petit peu turbulent. Et il va falloir régler ce genre de problème dans les années à venir. Ça a toujours été un rendez-vous populaire, le Tour de France. On a vu beaucoup de spectateurs, encore une fois, sur les routes du Tour. C'est gratuit. Et comme le dit si bien le patron du Tour, Christian Prudhomme, c'est 3500 km de sourire aussi. On a vu aussi le prince Albert II sur une des étapes. Je l'ai croisé au départ de Saint-Gervais, très en retard comme moi, parce que c'était le succès du Tour. Tout était bouché autour. Il a assisté à l'une des plus belles étapes, le col de la Lose, le départ de Saint-Gervais pour arriver à Courchevel et l'Altiport, cette arrivée merveilleuse. Il était ravi, mais il vient chaque année. Et vous savez quoi, il va être complet, puisque l'an prochain, on a eu le grand départ. On aura la dernière étape du Tour de Monaco jusqu'à Nice, contre-la-montre exceptionnelle. Et que l'on suivra bien évidemment sur Monaco Info. Merci à vous, Christophe, d'avoir été avec nous depuis le Tour de France. Et l'an prochain, je vous amène dans la caravane. Vous savez, il y a des sponsors sympas. Il y a des petits Bob Vichy. Je vous en ramène un. Et on fera la dernière étape tous ensemble, toute l'équipe de Monaco Info. Et vous savez très bien me parler. Merci beaucoup. Bonne soirée. L'AS Monaco Basket a officialisé aujourd'hui la prolongation de contrat de son pivot lituanien, Donatas Motiejunas, pour les 2 prochaines saisons. Autre annonce, et pas des moindres, la signature de Kemba Walker, la superstar américaine aux 750 matchs NBA, débarque sur le rocher, Yannick Debever. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. C'est tout simplement la plus grosse signature de cette intersaison en Euroleague. Monaco est parvenu à un accord avec Kemba Walker, international américain et quadruple All-Star NBA. Le meneur de 33 ans
a marqué l'histoire des Charlotte Hornets dont il est le meilleur marqueur avec 12 000 points inscrits en 8 saisons. En 2019, il rejoint les Celtics de Boston avec qui il sera All-Star également, mais commence à souffrir du genou gauche. Sa dernière saison pleine date de 2020 où il a atteint les finales de conférence Est avec les Celtics. S'en est suivi plusieurs transferts à Oklahoma, New York, Détroit et finalement Dallas où son contrat a été coupé le 6 janvier dernier. Il était depuis sans club, des rumeurs l'envoyaient à Milan en début d'année, mais finalement, c'est bien à Monaco que Kemba Walker va découvrir l'Europe la saison prochaine. Le natif du Bronx veut relancer sa carrière, un nouveau pari du club du Rocher qui n'est pas sans rappeler celui de Mike James il y a déjà 2 ans. Oui, l'effectif de la Roca Team qui se renforce donc après l'arrivée du champion d'Europe Peter Corneli. En football, l'AS Monaco poursuit son stage d'avant-saison en Angleterre. Les joueurs d'Adi Hutter affronteront Leeds en match amical demain. Parallèlement à cela, le club de la Principauté a annoncé sa collaboration avec le programme Extended Monaco, programme de transformation numérique. Le partenariat a été officialisé hier en présence du directeur général de l'AS Monaco, Ben Lambrecht, et du délégué interministériel à l'attractivité et à la transition numérique, Frédéric Ginta. Les concerts au Palais Princier se poursuivent dans la cour d'honneur. Hier, les compositions de Mahler, Strauss ou encore Ravel ont résonné sur le Rocher, avec à la direction Fabien Gabel et au violon Gilles Chaham. Prochain rendez-vous ce dimanche avec Bach ou Mozart au programme. Avant cela, samedi, le ciel monégasque s'illuminera à 22 h avec un feu d'artifice proposé par la mairie de Monaco. Ce rendez-vous traditionnel estival sera suivi d'une soirée musicale sur le port Hercule. Nous vous le disions hier, la Société des bords de mer promet un été festif. Le groupe vient d'inaugurer des nouvelles adresses, coup de projecteur sur 2 d'entre elles, le Club La Vigie au sein du Monte Carlo Beach et le Maona, un nom réputé dans les années 60 à Monaco. Présentation avec Émilie Terrasson et Hugo Comassa. Au cœur de la pinède du Monte Carlo Beach, le nouveau club de la Vigie vient d'ouvrir ses portes. Avec une vue imprenable sur la mer, le club propose de midi à 20 h une ambiance festive accompagnée d'un DJ et une carte signée du chef doublement étoilé au guide Michelin, Marcel Ravin. On a voulu offrir à notre clientèle une offre pleine et entière, à savoir qu'aujourd'hui au Monte Carlo Beach, vous avez la possibilité en journée comme en soirée, d'avoir en journée donc une offre institutionnelle avec le Beach Club, son calme, ses familles, sa volupté, et une offre festive avec le Club La Vigie, qui est juste derrière moi. Un peu plus loin, retour dans les années 60. 4 décennies après avoir fermé ses portes, le restaurant Le Maona prône une cuisine made in Monaco, le tout accompagné d'un bar et d'une ambiance évolutive qui passe du jazz à l'électro. Ce qu'on a souhaité faire cette année, c'est revenir à nos racines. Maona Monte Carlo, c'est un restaurant qui existait, qui a ouvert en 1962, qui était le restaurant de la jet set à Monaco dans ces années-là, et c'est ce qu'on a cherché à faire. Au Maona comme au Club La Vigie, faire revivre la légende du Monaco des années 60-70, la légende du Monaco jet set. Les 2 établissements sont ouverts tout l'été pour passer des moments sous le signe du plaisir. Depuis le 14 juillet, le port Hercule est passé en mode estival avec plusieurs animations proposées pour petits et grands. Nouveauté cette année, la présence de stands labellisés site historique Grimaldi de Monaco, ouvert au public en soirée. Bonsoir Thomas Fouilleron. Bonsoir Émilie. La présence de ces chalets est en quelque sorte le prolongement de la rencontre des sites historiques Grimaldi de Monaco. C'était évidemment une idée d'Albert Croesi de prolonger l'effet des rencontres sur un week-end où les visiteurs peuvent découvrir dans les chalets les spécialités gastronomiques, la culture, le patrimoine des anciens fiefs des Grimaldi qui sont invités par roulement chaque année, et donc de proposer au public de l'été, bien sûr aux résidents, aux monégasques, mais aux touristes, ces spécialités. Et donc là, on a un beau tour de France et d'Italie avec une multiplicité à la fois de spécialités gastronomiques dans tous les genres, de l'huile d'olive aux bières. Alors la bière, aujourd'hui, on fait de la bière quasiment partout, dans tous les fiefs, avec une étendue géographique de l'Alsace au Piémont, donc différentes origines de sites historiques.
Cela va dans le sens aussi de ce que souhaite le prince Albert II, qui rappelle régulièrement lors de ses déplacements dans les territoires liés historiquement à sa famille, son souhait d'honorer le passé tout en entrevoyant des perspectives d'avenir. C'est effectivement utiliser ce terreau commun comme un tremplin pour aujourd'hui valoriser les terroirs tels qu'ils sont dans leur production, à la fois fidèles à une certaine tradition, à une certaine typicité, et c'est le sens de la labellisation gastronomique que la Fédération des sites historiques Grimaldi a mis en place, toujours à l'initiative d'Albert Croesi, et qui permet donc avec ce signalement, alors qui n'est pas un signalement qualitatif, c'est pas le concours général agricole français, mais qui simplement signale ce qu'on pourrait appeler une typicité, c'est-à-dire une appellation d'origine en lien avec cette histoire partagée avec Monaco. Donc il y a par exemple une civilisation évidemment de l'huile d'olive, étant donné le nombre de sites historiques qui sont présents sur le bassin méditerranéen jusqu'au sud de l'Italie et jusqu'au Valentinois, qui est la limite finalement nord dans la vallée du Rhône de l'olivier en France. Promouvoir, rassembler et valoriser, c'est un peu les maîtres mots qui s'échappent de ces chalets, de cet événement. C'est évidemment prolonger l'effet. Au-delà, 2 jours par an, ça fait peu. On aimerait évidemment avoir ces bons produits régulièrement. Alors il y avait déjà eu une initiative lors du Salon de la gastronomie en novembre, à l'approche des fêtes de fin d'année. Et donc c'est un coup d'essai cette année. J'espère que évidemment il pourra être grâce à la mairie, puisque c'est évidemment une initiative partagée avec la mairie de Monaco que nous pourrons prolonger cette initiative les années suivantes, tout en, bien entendu, maintenant le grand rendez-vous, et nous préparons d'ores et déjà la 5e rencontre des sites historiques Grimaldi, donc pour un des premiers week-ends de juin 2024. Oui, et cela permet d'échanger aussi un moment convivial autour de bons produits. Un mot, Thomas Fouilleron, sur les prochains déplacements dans les fiefs Grimaldi de Monaco. Quels sont les prochains sites concernés ? Alors le prince se rendra au mois d'octobre, retournera en Calabre, puisque le prince, malgré 2 déjà déplacements en Calabre, n'avait pas pu faire le tour de l'ensemble de ses anciens fiefs Grimaldi. Et puis de manière plus proche, il y aura également au mois d'octobre Breil-sur-Roya, alors plus particulièrement le village de Pienne, ou Pénat comme on l'appelait à l'époque où les Grimaldi étaient gouverneurs du château, comme ils étaient gouverneurs de Vintimille à cette période. Et nous préparons pour le printemps prochain, dans la hiérarchie de cette titulature princière, un déplacement dans l'ancien duché de Mayenne, c'est-à-dire donc aujourd'hui l'arrondissement de Mayenne, la ville de Mayenne, dans le département qui porte le même nom, donc dans l'ouest de la France. Et c'est toujours impressionnant de constater la ferveur des habitants qui honorent ces liens historiques qui unissent leur commune et la principauté. Absolument, et sans qu'il y ait évidemment d'esprit de réaction, d'esprit nostalgique de la part du souverain. Il le répète lors des cérémonies d'accueil républicain qui lui sont réservées par les élus et par les représentants de l'État. Mais je crois qu'il y a de la part des populations évidemment un intérêt pour l'identité, pour les racines, et finalement il y a une incarnation de cette identité, de cette histoire en la personne du prince, et avec toute la spontanéité, tout le sens de la communication, de l'échange humain que l'on connaît à notre souverain. Eh bien, merci beaucoup Thomas Fouilleron d'avoir été notre invité ce soir. On rappelle que les chalets sont à découvrir jusqu'à la fin de l'été sur le port Hercule. Merci. Merci Émilie. 5 ans après son lancement, Monacotech peut se féliciter d'un très bon bilan. Plus de 45 projets incubés et une vingtaine de sociétés lancées, et ce dans différents domaines. Focus ce soir sur l'une d'entre elles, saluée dernièrement par la JCE. Elle s'appelle Akimba et propose des sous-vêtements innovants. Plus de détails dans ce reportage de Fabien Bonilla et Alban Gingembre. Monacotech, situé à Fontvieille, s'est transformé en fin d'après-midi en une séance d'essayage, des essais un peu particuliers de lingerie anti-auréole, conçue par la start-up Akimba, qui lance son premier produit, The Fresh Bra.
On propose des sous-vêtements féminins qui permettent la gestion de la transpiration. C'est-à-dire qu'on peut avoir des journées très chargées, aller à droite à gauche, stressé, mais sans avoir les inconvénients qui sont la transpiration sur ces vêtements, qui non seulement ça met mal à l'aise au cours d'une journée, mais en plus ça nécessite souvent d'envoyer un vêtement de qualité au nettoyage à sec. C'est compliqué d'entretenir, donc on propose des sous-vêtements qui remédient à ce problème. Il y a 3 matières dans ce sous-vêtement. La matière principale, elle est faite à base de ricin, qui a des propriétés naturellement antibactériennes, tout comme la partie qui est à l'intérieur, qui est à base de bambou. Le bambou est aussi antibactérien et permet d'absorber de façon toute douce. Et au fond de l'absorbant, il y a une matière qui est à base de bois qui fait vraiment le tampon entre la partie qui est collée au corps et l'extérieur. Cette ligne de sous-vêtements est toute récente, mais déjà disponible à la vente. C'est commercialisé depuis le 4 juillet sur le site internet akimba.mc. Alors pour l'instant, l'idée c'est de vendre en direct et ensuite de faire un réseau de revendeurs de grandes enseignes en fait, dans chaque pays européen. La société Akimba, installée à Monaco Tech depuis septembre, prépare à court terme une ligne de culottes, toujours destinée aux femmes. Et au vu de la demande, une gamme de sous-vêtements masculins devrait également voir le jour. Un sous-vêtement qui tombe à point nommé en ces fortes chaleurs. Et pour se rafraîchir, quoi de mieux qu'une bonne glace? C'est assurément la star de l'été qui se décline sous toutes les couleurs et tous les goûts. Au-delà des parfums traditionnels, les maîtres glaciers ne cessent d'innover, comme a pu le constater Anaïs Rieu. Regardez. La saison estivale est déjà bien entamée en principauté et qui dit été dit chaleur et quoi de mieux qu'une glace pour se rafraîchir ou simplement par gourmandise. À Monaco, les glaciers se réinventent chaque année pour proposer les meilleurs produits, aussi bien dans le goût que dans la qualité et le visuel. Pour la centenaire, nous avons pensé à un cheesecake à la rose parce que les couleurs sont les couleurs de Monaco, donc les blancs et les rouges. Et la rose, c'est parce que la princesse Grèce, ils aiment beaucoup les roses, donc nous avons essayé d'utiliser de l'eau, des fleurs. Et les résultats, c'est un parfum vraiment étonnant, mais qui est très apprécié par les touristes, parce que les couleurs de Monaco, comme ça, ils se souviennent, mais aussi par les résidents beaucoup. Chez nous, tout le monde il cherche toujours les nouveautés, parce que le maître glacier, il s'amuse de faire toujours des nouveautés. Et la tradition de la glace artisanale italienne est liée à l'innovation. Chaque glacier a sa saveur incontournable pour laquelle les clients viennent et reviennent. Tout le monde il va demander tous les fois de le bacio, que c'est bisou en italien. Et ça c'est un glace qu'il y a le chocolat gianduja à l'intérieur avec les noisettes entières. Et ça c'est vraiment particulier. Après, il y a aussi stracciatella que tout le monde va demander, c'est du lait, un crème du lait avec les pépites de chocolat noir à l'intérieur. Notre objectif, c'est d'avoir la meilleure qualité disponible et donc nous allons essayer de faire le produit plus naturel possible avec sans chimiciens et voilà, et ça c'est notre premier goal. D'année en année, l'objectif pour les glaciers monégasques reste le même, garantir une qualité supérieure avec des produits locaux et sains pour satisfaire une clientèle fidèle qui l'est d'autant plus en cette période de forte chaleur. Un dessert en effet très apprécié. Cette information pratique à présent, à l'occasion des 100 ans du scoutisme en principauté, les guides et scouts de Monaco organisent un jamboree du centenaire au parc Princesse Antoinette. Le lieu fermera donc ses portes au public du mardi 25 au lundi 31 juillet. Le cabanon des jeux et le mini-golf resteront ouverts, mais l'accès se fera par l'entrée située boulevard de Belgique. Il est temps à présent de rejoindre Chrisinda Thomel pour vos prévisions météo. Bonsoir Chrisinda, quelle est la tendance pour le début du week-end ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Samedi, la journée sera ensoleillée et une légère brise soufflera tout au long de l'après-midi. Du côté des températures, le thermomètre oscillera entre 22 et 28 degrés. Il fera chaud, donc pensez bien à vous hydrater. Et si vous souhaitez vous rafraîchir un peu, l'eau de mer sera à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h06 et se couchera à 21h06. Demain, nous fêterons les Marie-Madeleine. Merci Chrisinda et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Un peu de fraîcheur, c'est ce que l'on recherche tous en ce moment. Illustration ce soir avec les photos de Stéphane Dana. Excellente soirée à tous et à demain pour votre édition du week-end.